Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée à la communauté du coq vert. Le 14 février dernier, l'Union européenne a assigné aux poids lourds et aux cars le double objectif de réduire leur émission de CO2 de 45% en 2030 et de 90% en 2040, avec un objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour relever ce défi, BPI France, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, a lancé la communauté du coq vert, dont vous êtes partie prenante. Marie-Claire Dur, bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, Sébastien Dortignac, directeur technique véhicule chez STEF. Bonjour. Et Éric Thévenet, président des transports Thévenet. Bonjour. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. On va commencer avec vous, Marie-Claire Dur. Votre parcours au sein de BPI France est exemplaire. Quel chemin parcouru depuis votre passage au sein des bureaux parisiens et vous êtes passé à travers la crise Covid et je crois vous avez été un bon exemple pour la BPI. Alors, exemple, je ne sais pas. En tout cas, comme beaucoup des 3500 collaborateurs de BPI France, j'ai commencé sur le terrain au contact des chefs d'entreprise en tant que chargé d'affaires. Et c'est ce qui fait que nous, collaborateurs BPI France, on s'attache à connaître parfaitement bien les besoins de nos clients. Et effectivement, pendant le Covid, j'étais à la création des produits et pendant cette période, j'ai développé les produits de soutien aux entreprises. Vous avez sûrement entendu parler du prêt à tout ou du PGE BPI France. Donc ça a été une période d'engagement total, effectivement, sur lesquelles les équipes et moi-même avons déployé toute notre énergie pour répondre très très vite aux besoins de cash des entreprises. On peut dire que le BPI France a été à vos côtés, chef d'entreprise, lors de cette crise Covid ? BPI fait partie des partenaires financiers avec lesquels on peut travailler, effectivement. Également, j'imagine, pour les transports Thévenet. On les utilise beaucoup. Oui. Marie-Claire Dur, donc, vous êtes directrice du financement de l'équipement BPI France. En quoi consiste votre activité ? Alors, mon activité consiste à équiper nos chargés d'affaires d'outils, de financement qu'ils proposent aux chefs d'entreprise pour financer leurs actifs. Nous sommes aux côtés de majoritairement d'entreprises du transport, donc on finance beaucoup d'actifs roulants, d'où notamment les deux entreprises qui sont à mes côtés. Donc on est à leur côté pour financer leurs besoins de CAPEX, mais également pour les accompagner dans leur démarche de transition. Mais j'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Mais justement, ça nous intéresse dès à présent. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement ? Et parlez-nous un peu du coq vert, cette transition écologique, elle est nécessaire ? Je le disais en introduction. Cette transition, elle est nécessaire, effectivement. Alors, je pense qu'on va rentrer dans le détail juste après sur les besoins du transport. Le besoin de transition, il a été très tôt identifié et on a aussi identifié le besoin de mettre les entreprises en essaim. D'où la naissance de cette communauté du coq vert qui partait de ce constat-là. Et puis d'une autre conviction qu'on a chez BPI France, c'est que même si on essaye de connaître au mieux les chefs d'entreprise, on considère qu'il n'y a rien mieux qu'un chef d'entreprise pour parler à d'autres chefs d'entreprise. Donc la communauté du coq vert, c'est 1900 entrepreneurs aujourd'hui qui sont rassemblés dans cette communauté avec un facteur clé de succès, c'est sa segmentation locale, avec des WhatsApp locaux, des réunions locales. Il y a eu 100 événements en France l'année dernière. Et c'est ça qu'on cherche à mettre, des gens en relation pour trouver des solutions très concrètes. Je peux donner un exemple qui sort un peu du cas du transport. On a la société Cristal, qui est un membre de la communauté du coq vert, qui a construit une usine avec un four très puissant à 600 degrés. Il ne savait pas quoi faire de cette chaleur. Vous avez aussi cette problématique. Grâce à la communauté, il a trouvé un offreur de solutions qui lui a permis de valoriser cette chaleur et le transformer en électricité. Voilà, ça sert à ça, la communauté. La communauté du coq vert, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant tout, je voudrais qu'on présente les deux entreprises qui sont à nos côtés aujourd'hui. On va commencer par vous, Sébastien Dortignac. Vous êtes directeur technique véhicule au sein du groupe STEF. La mission du groupe STEF est d'approvisionner les populations en produits alimentaires. Quelles sont les expertises qui font de STEF l'un des leaders du marché ? Tout d'abord, c'est nos implantations, puisque nous avons plus de 250 bâtiments sur les 8 pays sur lesquels nous sommes présents. Et nous essayons de rapprocher la production, la transformation des consommateurs finaux que nous sommes tous, au travers donc, de nos bâtiments, de plus de 5500 cartes grises en Europe et de nos partenaires sous-traitants qui nous accompagnent tous les jours. 20 000 collaborateurs, près de 260 sites implantés dans 8 pays européens. La spécificité de votre travail, c'est donc le transport d'alimentation, enfin de marchandises, mais à des températures toujours qui sont très réglementées, c'est bien ça ? C'est ça, on dit sous température dirigée, donc on ne transporte que de la nourriture.
avec des segmentations qui vont de moins 25 à plus 15 selon les produits, et avec une organisation en business unit qui permet d'avoir une offre marché qui s'adapte à chacun des métiers de nos clients. Vos clients, ils sont, comme vos prestataires, ils sont excessivement importants. Ils ont initié cette démarche de transition. Ils étaient partie prenante dans cette volonté que vous aviez chez Stef d'effectuer cette transition? Pour les plus gros, oui. Effectivement, ça vient par le top de nos clients qui ont aujourd'hui des ambitions de réduire leur gaz à effet de serre. Et effectivement, la chaîne logistique et transport fait partie de leur scope. Donc aujourd'hui, certains sont venus nous voir pour dire qu'est-ce que vous pouvez nous proposer et comment vous pouvez nous accompagner dans cette transition écologique. Vous êtes précurseur, puisque vous testez des technologies, je crois que pour les plus anciennes, c'est 12 ans, c'est ce qu'on avait... C'est ça. Stef a toujours testé des technologies pour essayer d'améliorer, à la fois optimiser les transports, et a toujours une dimension RSE, puisque nous fêtons cette année nos 30 ans de la mise en place du RSE. Et dans ce cadre-là, on a toujours eu un volet technique. Donc, premier véhicule électrique il y a 12 ans avec Renault Trucks, de la cryogénie, de la production de froid en cryogénie azote sur Lyon depuis une dizaine d'années. Voilà. Et on en parlera après de la veille technologique sur tout ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché, tout ce qui peut nous être proposé. Et vous êtes engagé sur 3 points, mais on va y venir dans quelques instants. Laissez-moi présenter notre dernier invité. Merci d'être avec nous, Éric Thévenet. Vous êtes président des transports Thévenet, une entreprise familiale implantée en Auvergne, à Vichy, et membre du Coq Vert. Présentez-nous cette entreprise. C'est pas les mêmes niveaux que Stef. On n'est pas sur 200 salariés, bientôt 250, c'est ça? C'est en cours. On aura la réponse. On a présenté un projet de reprise d'entreprise au tribunal de commerce de QC. Et on espère être retenu. Pour l'instant, on est les seuls sur le dossier. Donc, logiquement, on devrait intégrer cette entreprise au 1er mai. Et donc, on va franchir un cap. Oui, une croissance externe. Une belle croissance externe. 70% du chiffre d'affaires dans le transport, 20% dans la logistique, et également l'affrètement international, la douane, 10%. Donc vous êtes basé à Magné, près de Vichy. On va revenir sur votre parcours et sur cette entreprise familiale, puisque si je comprends bien, votre papa, c'est bien ça, avait été dans le transport de houblon, enfin d'orge, pour ensuite faire du malt, et ensuite il retransportait le malt. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père, ouais. Qui avait racheté une malterie dans la région de Saint-Pourçain, enfin Saint-Pourçain-sur-Sioule, à côté de Vichy, et qui avait une activité transport liée effectivement à aller récupérer l'orge auprès des agriculteurs ou des coopératives, le transformer en malt et livrer à l'époque essentiellement les brasseries. Et donc, papy étant ingénieux et ayant le sens du commerce, il s'est dit, j'ai ramené la bière et la distribuer. C'était les premiers services de distribution de boissons aux restaurateurs et commerçants de la région. Et puis, mon père ayant hérité de cette activité, la malterie était une toute petite malterie en centre-ville, donc on peut imaginer les problématiques qui se posent dès qu'il y a un peu de croissance. Et il a souhaité arrêter cette activité pour basculer dans le transport à partir des années 70-80. Transport multimodal. À l'époque, pas encore multimodal, transport routier de marchandises. Et puis petit à petit, on a rajouté ces activités-là dans le panel de nos savoir-faire. Vous êtes partenaire depuis 10 ans, je crois, de BPI France. Partenariat qui se traduit par à la fois à travers la mise en place de l'animation de la communauté du Coq Vert. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est fait cette réunion d'énergie pour créer cette transition dans votre région? Comment ça s'est fait? Alors déjà, c'est une fierté quand on vous appelle pour vous dire qu'on pense à vous pour en faire partie. Ensuite, c'est une très très belle rencontre avec, effectivement, comme ça a été expliqué, c'est du réseau, on rencontre des chefs d'entreprise d'univers avec des problématiques complètement différentes des nôtres. Mais c'est aussi un moyen d'échange. Et c'est vrai que ma première réunion, c'était chez des gens qui font des vêtements textiles avec une vision très RSE, du recyclage, etc., de produits. Et à partir là, on se rend compte d'une première expérience. On fait témoigner aussi des gens qui interviennent qui sont en Auvergne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai qu'on en prend un peu plein la figure, on prend plein d'idées. Et puis après, c'est l'occasion, il y a toujours un moment de convivialité après, c'est l'occasion d'échanger des cartes de visite, d'approfondir certains sujets qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite quand on fonctionne comme ça. Il n'y a pas besoin toujours de consultants, il en faut, mais il faut aussi un échange direct avec des gens qui l'ont expérimenté et mis en place chez eux.
En 2016, vous étiez le premier transporteur auvergnat à rouler au gaz. Oui. Aujourd'hui, environ 7% de votre parc de véhicules utilise le gaz comme carburant. Est-ce que ça a été difficile de réaliser cette transformation? Et est-ce que vous êtes précurseur? Est-ce que maintenant, on peut dire que tout le monde le fait? On va en parler du B100 avec Steph. Est-ce que ça a été... Racontez-nous cette évolution. Alors c'était un petit peu difficile parce que je n'ai pas de station dans mon département. Donc on l'a mis en place avec des conducteurs délocalisés. C'était un défi. Alors ça répond... C'est tout à fait juste quand on dit que nos clients sont aussi des fédérateurs et puis ils nous poussent à trouver des idées, des solutions nouvelles. Donc moi, c'est avec en particulier le groupe LVMH que j'avais mis en place le premier véhicule au gaz sur un maillon de transport qui fait du rail-route. Donc ça avait une vraie signification sur toute la chaîne très, très vertueuse. Et donc on l'a mis en place sur la région parisienne. Et aujourd'hui, la majorité de mes véhicules au gaz tournent sur la région parisienne. Et on va parler d'une autre innovation dans quelques instants, c'est l'électrique, puisque oui. Vous êtes, je crois, un ardent défenseur de l'électrique, en tous les cas pour les tracteurs. Mais je voudrais revenir sur cette communauté du coq vert avec vous. Intégrer la communauté du coq vert, c'est bénéficier de contenus et de ressources inédites pour accélérer la transition de son entreprise. Comment est-ce qu'on fait ? Vous êtes un chef d'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour participer? Est-ce qu'il faut être contacté, éligible, parrainé? Comment est-ce que... Voilà, dites-nous. Alors, pour intégrer la communauté du coq vert, donc déjà il faut être accompagné par BPI France. Et la communauté, il n'y a pas besoin d'être particulièrement innovant, disruptif sur sa transition écologique. Il suffit de démontrer que l'entreprise s'est mise en transition, quelles que soient les solutions qu'elle met en œuvre. Au sein de cette communauté, il y a des éclaireurs qui sont, pour le coup, des entreprises qui sont très avancées, qui ont testé de nouvelles technologies, créé des partenariats nouveaux, et elles ont vocation à témoigner auprès de la communauté du coq vert pour partager leurs idées. La communauté bénéficie aussi de formations qui sont dispensées par l'école des mines, justement pour pouvoir les documenter, les renseigner, les former sur les volets qu'elle souhaite développer. Un maillage territorial qui est excessivement important. Extrêmement important. Nous avons une vingtaine de coordinateurs du plan climat au sein de BPI France aujourd'hui, partout en France. Ce sont ces coordinateurs qui fédèrent cette communauté localement, qui organisent des événements locaux. Donc effectivement, c'est le territoire qui fait le succès de cette communauté. Lancé par BPI France et la Banque des Territoires, ce plan doté de 40 millions d'euros vise simultanément les projets de transition verte des entreprises et des acteurs publics des territoires. Revenons-en à Steph, parce que Steph, vous n'êtes pas sans agir. Il y a un plan, le plan Moving Green, vous allez nous en parler, parce que c'est un plan qui réunit l'ensemble des acteurs, que ce soit les salariés, les sous-traitants, et pas uniquement dans l'innovation technique, il y a aussi un engagement sociétal. Ah, tout à fait. Et il intègre aussi la partie des bâtiments, puisqu'on a essayé de faire un plan pour décarboner l'ensemble de l'entreprise, qui allie la partie immobilière avec un plan d'investissement sur du photovoltaïque. Et sur la partie technique véhicule, qui est plus ma partie, on a fait des choix technologiques liés à des essais que l'on avait pu faire dans le passé et où on a essayé d'avoir l'énergie qui correspondait à nos cas d'usage. Et c'est un phénomène, c'est un élément qui est marquant sur cette politique-là, c'est que il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui pour décarboner. Il y a des véhicules qui peuvent être critère 1, des énergies qui peuvent décarboner mais qui ne sont pas critères. Donc aujourd'hui, on avait décidé de faire un plan global. Ce plan-là, il s'articule autour du B100, qui est majoritairement... Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de ce que c'est que le B100, c'est donc un biocarburant à base de colza, c'est bien ça, produit en France? Produit en France, donc, qui s'appelle l'Oléo 100, avec une société qui s'appelle le groupe Avril, avec lesquels on travaille, puisque c'est aussi un de nos clients qui nous a amené cette technologie-là. Donc vous voyez que les liens sur la décarbonation peuvent aussi marcher avec des liens avec nos clients. C'était ce qu'on avait jugé comme étant le plus décarbonant avec le faible montant d'investissement supplémentaire. Parce que quand même se rappeler que le monde du transport est un monde qui travaille à des marges qui sont faibles et que tout surcoût forcément va se répercuter au marché et au final, en fin de ligne, il y a nous consommateurs et que l'objectif est quand même de pouvoir décarboner et dans des problématiques de pouvoir d'achat, de ne pas mettre une pierre supplémentaire à l'édifice. Donc
du B100 avec des véhicules qui étaient matures technologiquement parlant, du gaz aussi pour les villes, puisqu'à l'époque où on a monté le plan en 2019, il n'y avait que le gaz qui était critère 1, et majoritairement sur des tracteurs au B100 qui ne vont pas dans les villes et donc qui permettent de décarboner de façon massive. Après, il y a un volet qui est formation, puisque l'éco-conduite est dans nos gènes. Tout comme chez Transporter Venez, enfin, c'est quelque chose de transversal, oui. C'est quelque chose qui est pour nous normal dans le monde du transport. On sait tous en faire. Après, il faut trouver les leviers. Et comment les conducteurs vont jouer avec cette éco-conduite-là. Donc il y a vraiment un levier où on essaie d'embarquer les salariés. Et dans le cadre d'ISO 50001, on a fait aussi des campagnes d'affichage pour essayer de donner des trucs et astuces de ce qu'on fait nous au sein de l'entreprise qui peuvent se retrouver chez les salariés. 3 objectifs donc chez STEF, réduire de 30% l'émission de gaz à effet de serre pour vos camions d'ici à 2020, aller vers 100% d'électricité bas carbone pour vos entrepôts d'ici à 2025, c'est demain, et agir collectivement, et c'est aussi ce dont on parlait il y a quelques instants, agir collectivement dans la démarche Moving Rig. Vous invitez l'ensemble des collaborateurs à agir, que ce soit au sein de l'entreprise, mais aussi à son domicile, et c'est vraiment un engagement qui se fait plus largement et entièrement. Oui, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est un engagement sociétal. Et donc forcément, sociétal veut dire aussi nous, salariés au sein de STEF, et on est très impliqués puisqu'on a un PEE qui existe aussi. Donc cette dimension-là est vraiment génétique au sein de STEF, et je vous reprends juste, c'est 2030. Et pas 2020, parce qu'on... Je vous prie de m'excuser, 2030, oui, vous avez raison. On peut regarder dans le plan était mis en place en 2020. Réduction de 30% de l'émission de gaz à effet de serre pour vos camions d'ici à 2030, vous avez raison. Donc voilà, mais effectivement, il nous a semblé important d'embarquer nos salariés, puisque l'enjeu écologique, il ne s'arrête pas à l'entreprise, il va bien au-delà. Et donc, nous, entreprise, on se doit d'embarquer tout le monde. Depuis 2021, STEF est également expérimente avec DC Brain une exploitation plus vertueuse et du réseau de transport. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, DC Brain, c'est une start-up qui travaillait sur les fluides et qui s'est dit que en fait, le transport, c'est des flux, et qu'il y avait peut-être moyen de travailler là-dessus sur la modélisation. Aujourd'hui, il faut comprendre que chaque client, individuellement, arrive avec des contraintes, et qu'aujourd'hui, un exploitant n'est plus en capacité de pouvoir tout gérer. Donc l'intelligence artificielle est là pour nous éclairer. Aujourd'hui, à l'état de prototypage, puisque un fluide, par définition, du gaz ou de l'eau, ne va pas contrarier les modèles mathématiques. Un homme, des clients peuvent contrarier des modèles mathématiques. Donc là, on est dans l'expérimentation pure. Et c'est des choses qui sont relativement intéressantes, qui viennent en support de nos exploitations. J'entends à votre discours quelque chose de sous-jacent qui serait l'inquiétude que vous pourriez avoir liée aux incertitudes de la politique par exemple environnementale qu'on peut trouver dans certaines agglomérations. Est-ce que c'est ce qui fait que vous avez du mal à planifier les choses et à vous engager sur le long cours? Quelquefois. Oui, effectivement, c'est pas des inquiétudes, c'est qu'en fait on est dans un monde qui est mouvant, décarboné aujourd'hui dans le monde du transport, c'est réalisable, il y a des énergies pour. Après, lorsqu'on rentre dans le détail, il y a des fois des contraintes européennes ou de nos métropoles qui sont, de notre point de vue général, du monde du transport, très divergentes, et un manque de lisibilité sur l'arrivée des technologies. Je vais vous donner un exemple précis. Nous avons décidé de mettre les 2 ou 3 parcs que l'on a sur Lyon en critère 1 avant l'échéance qui était donnée en 1er janvier 2026. Donc les véhicules vont arriver maintenant. Ils ont été commandés il y a 2 ans. Donc il y a aussi ce paramètre-là. Et au moment où le véhicule arrive, l'échéance a été décalée en 2028. Alors tant mieux, STEF aura décarboné, mais je trouve qu'il y a une petite incohérence en termes de concurrence au niveau du marché. Et surtout, les surcoûts que cela va générer, aujourd'hui on va les absorber nous, parce que le marché n'acceptera pas, face à une non-contrainte, ces surcoûts-là. J'imagine que ces retours d'expérience, et on peut les partager au sein des réseaux Le Coq Vert, et c'est un des atouts de ce réseau. On va parler avec vous d'une autre innovation, puisque vous êtes associé, je crois, à France Supply Chain. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que pour vous c'est l'avenir, tout comme l'hydrogène, j'imagine? Alors l'électricité,
L'électricité, on a reçu notre premier tracteur électrique, donc c'est un petit peu comme les premières voitures. L'autonomie n'est pas encore la panacée, mais on arrive à mettre en place des organisations pour des clients. Là, en l'occurrence, c'est L'Oréal qui a été très moteur et qui nous a accompagnés sur cet investissement. Et l'idée, c'est effectivement de tester un petit peu, comme disait mon partenaire, des nouvelles technologies, de voir un petit peu comment on peut les mettre en exploitation, comment on arrive à trouver des clés de rentabilité, parce qu'aujourd'hui, les surcoûts sont très importants, malgré les accompagnements de l'ADEME. Et donc, voilà, l'idée, c'est de mettre en place, tester, et puis d'aller dans cette économie vertueuse du transport en essayant de décarboner, de trouver les meilleures solutions. Donc, on utilise du besson, on utilise du gaz, on teste le XTL aussi avec un client, et puis l'électricité maintenant qui arrive, et j'espère surtout demain l'hydrogène. Donc effectivement, France Supply Chain, qui est une association qui regroupe les principaux managers supply chain des plus grosses entreprises. J'ai eu la chance de pouvoir l'intégrer. C'est aussi une communauté qui permet d'éclairer, d'échanger, de mener des actions. On a répondu à un appel d'offres européen, un appel d'offres à projet européen sur l'hydrogène. On a créé un club entre nous. Bon, hélas, nous n'avons pas été retenus malgré les chargeurs prestigieux qui nous accompagnaient. Et donc, l'idée, c'est de continuer de travailler ensemble sur ces techniques, sur ces technologies. On a la chance d'avoir un projet en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Impulsion qui va mettre en place des stations hydrogène. Donc, moi, je suis à l'écoute du marché, de voir les premiers véhicules qui vont pouvoir arriver, voir comment on peut mettre ça en place pour nos clients. On va y venir dans quelques instants, puisque BPI France fournit tout un ensemble d'outils pour les entreprises, que ce soit les prêts, les garanties. On va y venir dans quelques instants avec vous, Marie-Claire Dur, mais j'aimerais qu'on continue sur ces innovations dont vous êtes porteur, que ce soit au sein de Steph ou chez vous au Transport Thévenet, puisque la cryogénie, 90 véhicules ont été équipés de ce système de détente directe d'azote compressé qui crée du froid sans carburant. C'est une innovation que vous faites chez Steph. Je ne sais pas si vous êtes connaisseur de cette innovation. C'est une innovation puisque aujourd'hui, dans le pan qui est oublié dans le monde du transport frigorifique, ça reste la production de froid. On consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, on est quasiment exclusivement du diesel. Donc dans le plan Moving Green, on a intégré des technologies qui étaient vertueuses pour la planète. Donc la cryogénie azote est une des technologies. Et le groupe froid électrique aussi. Et le groupe froid électrique. Parce qu'il n'y a pas uniquement les transports, il y a également les entrepôts. Là aussi, il y a des gains à effectuer sur la... Alors, groupe froid électrique sur les véhicules. Sur les véhicules. Groupe froid électrique, c'est historique sur la partie des bâtiments. Par contre, sur les bâtiments, on va les approvisionner avec une énergie verte liée à du photovoltaïque. Voire même, on a l'étude sur Madrid, un Energy Lab qui va, de l'excédent d'énergie produit par le site, on va produire de l'hydrogène. Pour le moment, on n'est pas en capacité d'alimenter des véhicules parce qu'ils n'existent pas, ou ils sont juste en état de prototype. Par contre, on peut faire du chariot, et Madrid sera équipé avec de l'hydrogène produit par Steph, et pourra utiliser ces chariots qui rouleront à l'hydrogène. Donc voilà, c'est un peu, je rejoins ce que disait M. Thévenet, il y a beaucoup de technologies qui existent. La difficulté que l'on va rencontrer, c'est d'adapter les exploitations, puisqu'aujourd'hui, le monde du transport, on s'est habitué à avoir tout de suite. Pour avoir tout de suite, il y a des contraintes horaires, des délais qui doivent être respectés. Et aujourd'hui, le monde de l'électrique n'est pas encore mature, mais nécessite beaucoup d'adaptation dans les exploitations. Et nos exploitants, tant qu'ils n'ont pas les véhicules, ils ne peuvent pas inventer le monde de demain. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir des véhicules qui arrivent pour qu'on puisse tester, pour qu'on puisse faire nos cas d'usage, qu'on puisse après industrialiser. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ces nouvelles technologies électriques, hydrogène, vont désorganiser le monde du transport. Et donc il va falloir qu'on apprenne avec pour continuer à l'optimiser, comme on sait le faire tous les jours. Ça nous amène à une question de débat électrique, hydrogène. On le sait, Steph, avec le groupe Carrier, innove dans le transport longue distance. Vous soutenez ce projet d'hydrogène. Est-ce que là aussi, c'est pas le rôle du Coq Vert de vous mettre en relation pour que vous puissiez échanger et un peu confronter vos idées pour en tirer un retour d'expérience ?
Absolument. C'est le rôle du coq vert, mais en fait, c'est le rôle de tout un chacun, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et de BPI France en tant que banque du climat. Donc oui, ça peut être fait lors de réunions de la communauté, mais ça peut être aussi fait lors d'événements que nous organisons, comme par exemple le jour E, qui aura lieu le 4 avril, où c'est un atelier géant et une place de débat aussi, où donc, il y aura des offreurs de solutions qui pitchent, des offreurs de solutions innovantes, sur l'hydrogène également, et des ateliers où les chefs d'entreprise sont invités à nous rejoindre sur une thématique bien précise, par exemple décarboner sa chaîne de valeur ou décarboner sa logistique. Et donc pendant un atelier d'1 heure, les chefs d'entreprise de différents territoires, horizons, vont brainstormer pour identifier les irritants, les freins, identifier aussi les facteurs clés de succès attendus. Et donc c'est aussi ça, la communauté, c'est concrétiser dans des ateliers, lors d'événements nationaux, ces débats. C'est pas uniquement BPI France, le coq vert, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et j'aimerais, avant de se quitter, qu'on parle de rétrofit, parce que c'est également un processus sur lequel vous êtes vraiment une ardente défenseuse. Alors, on pourra en débattre. Défenseuse, oui. Alors, si je peux juste rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Dortignac. En fait, la pression est très forte, la pression réglementaire est très forte sur le secteur du transport, vous l'avez tous évoqué. Alors pourquoi ? Juste un chiffre qu'il faut absolument rappeler, c'est qu'en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, le transport. Donc c'est pour ça aussi que la pression réglementaire s'incarne. Il y a les ZFE, il y a la loi LOM, il y a la loi climat et résilience. Bref, les contraintes sont nombreuses. Et pour autant, c'est ce qui se ressort bien de vos témoignages, c'est que les offres ne sont pas toutes là. Il y en a beaucoup. Pour beaucoup d'usages différents, du biocarburant, du B100, de l'électrique aujourd'hui, du GNV depuis longtemps. Mais pas une solution unique, tout-terrain, applicable à tout, pas du tout. Donc on est dans une temporalité où le secteur du transport est en train de faire sa révolution, clairement, c'est une injonction, mais c'est une révolution qui patiente dans l'attente de solutions nouvelles. Et finalement, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui émerge, ce sont des solutions qu'on pourrait qualifier de transition. C'est difficile à dire. Est-ce que le gaz était une énergie de transition ? C'est une vraie question. Probablement. Le B100, probablement aussi, on va en débattre, mais le B100, c'est cultivé sur nos terres arables. Donc, dans quelle mesure est-ce exponentiel ? C'est une vraie question. Et le rétrofit aussi en fait partie. Sur le papier, c'est totalement vertueux parce qu'on va avoir des actifs qui vont avoir des durées de vie qui s'allongent. C'est quand même 5% la construction de camions des émissions de GES de la chaîne de valeur des transporteurs. Donc, on allonge les durées de vie des actifs, on recycle les actifs et on change la motorisation. Donc c'est nouveau, ça date d'avril 2020. J'en parle avec un sourire en coin parce que c'est un vrai challenge pour nous, financeurs que nous sommes. Nous sommes habitués à financer des actifs neufs. Aujourd'hui, on commence à nous demander de financer des actifs qui ont au moins 5 ans, voire 10 ans d'âge, avec une motorisation nouvelle électrique dont on ne connaît pas vraiment l'autonomie. Donc c'est un vrai challenge, mais en tout cas, c'est une solution de plus qu'on souhaite valoriser en effet. Rétrofit des actifs. L'arrêté donc passé en avril 2020 sur la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques. Je vais vous poser une question, messieurs, parce qu'il me semble essentiel d'aborder cette question d'union. On voit qu'il y a des symbioses qui se font entre entreprises, on voit des couloirs décarbonés entre entreprises autoroutières, de transport. Est-ce que l'union ne fait pas la force ? Est-ce que vous n'allez pas être nécessairement obligé de vous unir pour pouvoir répondre à cette révolution du transport ? Je pense que le transport est déjà uni, mais ça ne se sait pas. En fait, on travaille beaucoup entre nous. Ça s'appelle la sous-traitance, mais effectivement, aujourd'hui, il n'est pas rare que des sociétés de transport travaillent déjà ensemble. Après, il y a une donnée, c'est que on est sur des cycles de vie de produits qui sont extrêmement longs, contrairement à l'automobile, et qu'à un moment donné, si les véhicules n'existent pas en production, on peut toujours les demander. Ça fait 10 ans que je suis chez Steph, ça fait 10 ans que je demande à mes constructeurs d'avoir du zéro carbone. Ça n'existe pas. Donc on est dans des périodes de transition, il va falloir l'accepter. Il y a beaucoup de technologies, elles ne sont pas toutes éligibles pour entrer dans les centres-villes, souvent pour des problèmes politiques. Et à un moment donné, je pense que l'Europe devra statuer aussi sur quelles sont les énergies vertes,
que ça soit transcrit dans les pays, et qu'après, nous, transporteurs, on ira vers les technologies qui vont avec nos cas d'usage. Et les cas d'usage des transports TEVNE ne seront pas forcément les mêmes que ceux de Steph ou ceux de la Poste. Donc laissons faire aussi les transporteurs pour choisir les bonnes énergies. Ayons accès à toutes ces énergies-là. On parlait tout à l'heure du XTL, super énergie, on peut la mettre dans tous les véhicules, ça décarbone à hauteur de 60%. On peut le faire instantanément, c'est pas disponible, et c'est pas critère 1. Donc à un moment, il va falloir aussi que nos pouvoirs politiques élargissent le champ du possible, parce qu'il y a des possibilités. On a fait des choix, effectivement, avec critère 1, de favoriser le gaz. C'était la seule énergie qui était, à l'époque, décarbonée. Le gaz, ça a plus de 20 ans d'existence. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des énergies qui arrivent. On parle de l'hydrogène, on parle de l'électrique, on parle du B100, et dans le B100, il y a différents types de catégories de B100. On parle des XTL. Et tout ça, on ne peut pas s'en servir forcément. Alors que dans nos cas d'usage, on va avoir besoin de tracteurs, de porteurs de différentes tailles, parce que nos clients sont différents et que les accès aux villes sont différents, etc. etc. Et si j'élargis un peu à l'échelle de l'Europe, les pays autour de, on va dire, Europe du Nord ont une approche avec les XTL qui est beaucoup plus pragmatique. Ça décarbone, c'est homologué, on s'en sert. Nous, on est encore dans un débat de est-ce que c'est bien, pas bien, ça décarbone. Et puis, c'est pas nous qui le disons, transporteurs ou les constructeurs, c'est l'ADEME. Donc, forcément, c'est une autorité qui est au-dessus de nous. Et l'enjeu, il est là. Après, il y a forcément du lobbying, il y a forcément des gens qui essaient de convaincre d'autres personnes. Ouais, mais l'enjeu, c'est quand même de décarboner. On veut une planète plus propre. Et je voudrais pas qu'on se réveille un jour en disant on a fait un choix de technologie, on le savait du départ, ça décarbone pas, mais politiquement, c'est ce qui a été choisi. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour nous. Après, laissez le champ libre, et laissons le champ libre. Vous verrez que les transporteurs décarboneront beaucoup plus rapidement que ce qu'on veut bien nous prêter. Il n'y a pas un problème aussi industriel, puisque comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il vous a fallu attendre assez longtemps, en années, pour avoir votre premier tracteur Volvo. Est-ce que là aussi, on voit Renault n'arrive pas à suivre, on n'a pas de production véritablement sur l'Hexagone? Est-ce qu'il n'y a pas un problème industriel pour pouvoir réussir à réaliser cette révolution? Je pense que nos constructeurs de poids lourds se posent les mêmes questions que nous aujourd'hui. Chacun, il y a eu des choix stratégiques faits par les différentes marques. Il est vrai qu'aujourd'hui, on sent quand même une volonté des constructeurs d'aller vers l'hydrogène. Le gaz n'a pas été pris par tous les constructeurs, le B100 non plus. Et aujourd'hui, on sent que l'hydrogène, par contre, semble être une énergie vers laquelle ils convergent un peu tous. Donc c'est pour ça que je pense que c'est l'énergie qui, en l'état actuel des connaissances, prépare l'avenir. Vous êtes également, chez Steph, porteur d'une idée, les mégatrucks. C'est le cas au Portugal, je crois, également en Espagne et aux Pays-Bas. Ils permettent de massifier le transport. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil et qu'on pourrait, à l'échelle, rendre possible en Europe et ici en France? C'est une partie des solutions. Donc, c'est des véhicules qui font 25,25 m. Aujourd'hui, en France, ils sont interdits par la législation. Ça ne supprimera pas tout le fret. Je voudrais juste rappeler un chiffre. Lyon, la métropole de Lyon, 1,5 million d'habitants, nécessite 50 millions de tonnes par an de marchandises pour vivre. 50 millions de tonnes, et ce sont des chiffres de la métropole qui sont basés sur une étude qui a été très sérieuse. 50 millions de tonnes, ça ne se fera pas avec du vélo, ou pas que. Et c'est là aussi où on devra tous ouvrir nos chakras sur le fait qu'il y a des contraintes. Ces contraintes, c'est la consommation nécessaire pour une métropole, et qu'après, oui, il y aura des moyens décarbonants. Ça pourrait être du vélo, ça pourrait être du bateau, mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y aura pas une seule énergie, il n'y aura pas un seul mode. Il y en aura plusieurs. Et de faire croire qu'aujourd'hui, on pourra tout traiter avec du vélo, ça a une limite. Et dans une métropole, il n'y a pas que des véhicules qui roulent dans la métropole, il y a aussi des véhicules qui passent et qui viennent d'ailleurs. Et que là, pour le coup, c'est de la grosse masse. Et que cette grosse masse-là, le train, pas forcément efficace pour tout. Le fluvial, vous transportez avec Ferrero, me semble-t-il, une liaison fluviale de marchandises du côté d'Elbeuf en Normandie. C'est ça, ça va revenir. Ça a été le cas, on l'avait arrêté, elle va revenir sur la table. Mais voilà, il faut qu'on travaille de concert avec les chargeurs. Faut savoir quand même que lorsque vos produits, les produits frais, nos industriels ont plutôt intérêt à ce qu'ils soient dans nos frigos que dans nos camions ou dans leurs chambres froides. Donc ça veut dire qu'on a des contraintes horaires qui sont excessivement importantes. Et pour ça, à aujourd'hui, ce qui roule le plus facilement, c'est le véhicule.
et plutôt avec du diesel. Donc là, effectivement, on travaille pour avoir des énergies qui décarbonent. Et associer l'ensemble de la chaîne, c'est le cas avec L'Oréal. Vous trouvez, là aussi j'imagine qu'au sein du réseau Coq Vert, on peut partager ce type d'expérience. On va parler d'un autre retour d'expérience dans quelques instants, mais je voudrais que vous nous reparliez de L'Oréal, parce que associer le client pour pouvoir ensuite bâtir un projet avec ce tracteur Volvo, c'était essentiel pour vous ? C'était capital, parce que aujourd'hui, juste pour rappeler les échelles de valeur, un tracteur diesel c'est 100, un tracteur électrique c'est 300 et un tracteur hydrogène c'est 450. Donc pour pouvoir trouver des points d'équilibre et arriver à rendre acceptable la solution technologique qui est vertueuse, il faut que le client participe, il faut qu'il nous accompagne, on ne peut pas nous autofinancer de tels écarts. Par contre, on arrive en faisant des contrats sur une plus longue durée. 6 ans. Voilà, en prévoyant des choses avec des amortissements plus longs, ça permet d'écraser les coûts. Et ça ne peut se faire qu'avec des gens aussi qui ont une vision et une capacité de perspective que nous, on n'a pas toujours dans nos sociétés de services. Et L'Oréal, qui fait d'ailleurs partie du Coq Vert, parce que j'ai vu un joli petit panneau dans leur bureau d'accueil hier, est fortement engagé, fortement impliqué. Et donc nous a aidés. Dès que je leur ai présenté l'idée, ils ont été tout de suite très moteurs et nous ont accompagnés sur le projet. Tout à fait, je connais bien l'entreprise, mais je referme la parenthèse. Je voudrais que vous nous parliez également, puisque le Coq Vert, c'est un échange, mais pas uniquement sur les bonnes pratiques liées à l'environnement, mais vous m'aviez, en préparant cette émission, parlé de transmission. Tout à fait. Et c'était important de se retrouver en face de chefs d'entreprise qui rencontrent les mêmes problématiques que vous. Et vous avez, comme ça, au détour d'une réunion, pu partager avec un autre chef d'entreprise sur la problématique de la transmission. C'est quelque chose qui vous inquiète ou vous pose problème aujourd'hui ? Vous interroge peut-être tout simplement. Pas, mais oui. simplement l'âge avançant, il faut se poser les bonnes questions, essayer d'anticiper les choses, surtout pour des PME, puisque actionnaire unique, il faut préparer la suite. Et donc c'est vrai qu'en échangeant une réunion du Coq Vert, alors avec un chef d'entreprise et un conseiller BPI qui était de Lyon, qui était spécialisé dans ces problématiques-là, ça m'a permis de m'ouvrir d'autres horizons, d'autres fonctionnements que simplement vendre sa boîte et la mettre sur le marché pour la vente. Et là, je suis plutôt, même très fortement engagé dans une phase de transmission avec un ou peut-être plusieurs collaborateurs. BPI France s'engage également dans un programme d'accélérateur, les garanties, les appels à projets, les missions de conseil, le prêt vert. Quelques mots avant de clôturer cette émission ensemble. Bien sûr. Alors, beaucoup de dispositifs pour accompagner la mise en transition de nos clients transporteurs. On en a beaucoup parlé moteurs, parce qu'effectivement les moteurs c'est 84% des émissions de votre activité. Mais on a une conviction chez BPI France, c'est que, difficulté d'avoir des offres bien identifiées ou beaucoup, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à côté. Vous avez parlé d'éco-conduite, vous avez parlé de bridage de moteur. Donc on propose pour commencer des diagnostics. Des diagnostics qui permettent de faire le point sur tout ce qui peut être amélioré au sein de l'entreprise. Il y a le diagnostic décarbonation qui est un bilan carbone pour l'entreprise, qui est très important. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, il y a les 3 scopes dans le bilan carbone et donc les clients, les chargeurs sont très intéressés à accompagner les transporteurs dans leur décarbonation parce qu'ils sont leur scope 3. C'est tout l'intérêt de ces partenariats justement. Donc il y a ces diagnostics. Il y en a un sur les diagnostics écoflux pour aider l'entreprise à gérer ses déchets, ses intrants de matières premières, sa consommation d'eau et d'électricité. Et là, on a des retours très très importants avec à peu près 90 000 € en moyenne d'économie sur la première année. Bref, toute une panel de diagnostics sur l'immobilier, pour la performance énergétique, qui sont un point de départ. Un point de départ aussi pour décentrer le sujet de la motorisation. On a créé aussi dans la gamme de ce qu'on appelle les offres d'accompagnement un accélérateur. Un accélérateur, c'est un graduate programme de chef d'entreprise qui dure 18 mois, qui allie à la fois du conseil personnalisé et individualisé avec un consultant qui est mis à votre disposition sur 16 ou 39 jours en fonction de la taille de votre entreprise et que vous pourrez faire travailler sur les problématiques de votre choix. Ensuite, il y a des journées de formation avec des grandes écoles, HEC, les mines, etc., sur des aspects RH, la marque employeur qui est aussi le recrutement qui est un gros sujet aussi pour le secteur
secteur du transport, mais pas que en ce moment, et des journées filières pour continuer à mettre toutes ces entreprises en réseau. Donc l'accélérateur démarre, il a été lancé il y a 2 semaines, et pour vous indiquer à quel point les besoins sont prégnants, il est déjà plein. Il y a 30 personnes, c'est la première fois qu'on a autant de candidats en si peu de temps. Ensuite, on a toute la partie financement, parce qu'effectivement, il faut pouvoir financer ces actifs nouveaux. Vous l'avez dit, un tracteur électrique, c'est 3 fois plus cher qu'un tracteur routier normal. Donc c'est un challenge de financement. Ce qu'on propose, nous, chez BPI France, c'est d'allonger la durée de financement traditionnelle sur 2 ans supplémentaires potentiellement, parce que beaucoup de nos clients nous ont remonté le cas que leur chargeur, leur donneur d'ordre propose des marchés sur des durées plus longues, justement pour leur permettre d'aller chercher des actifs qui sont plus onéreux. Donc en crédit bail, en location financière, en prêt ou même en garantie, on s'adapte sur ces nouveaux actifs et on regarde aussi avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de pragmatisme, je le disais tout à l'heure, ces nouveaux actifs rétrofités qu'on ne souhaite pas laisser, sans mauvais jeu de mots, sur le bord de la route. Et on n'oublie pas bien sûr les prêts verts, les garanties, mais tout cela vous pouvez le retrouver sur le site de BPI France. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous Marie-Claire Dur, directrice du financement de l'équipement chez BPI France, Sébastien Dortignac, directeur technique véhicule chez STEF, et également à vous Éric Thévenet, président des transports Thévenet, d'avoir été avec nous. À bientôt sur La Tribune.